Bonjour, nous sommes l'équipe NEF et ce travail s'inscrit dans le cadre du cours Relations humaines dans les affaires internationales. Le pays choisi dans cette étude est le Mexique et nous allons évoquer un point qui est lié à la migration des cerveaux et aux contraintes sociétales liées au genre. Plusieurs thèmes vont être évoqués, les mouvements migratoires des pays, les particularités de la main-d'œuvre, les ressources humaines, les facteurs qui favorisent l'immigration et les caractéristiques de la société. Nous allons aussi passer en revue les mesures entreprises par le Mexique pour attirer les travailleurs qualifiés et sa politique migratoire. À la fin, nous passons quelques recommandations qui vont aider à l'intégration à la société mexicaine. La problématique évoquée dans cette étude est la suivante. À quels défis font face les employeurs au Mexique qui désirent recruter de la main-d'œuvre qualifiée alors que celle-ci est attirée par les États-Unis? Quelques thèmes vont être abordés, les mouvements migratoires, l'exode des cerveaux mexicains, l'aspect culturel, la proximité aux pays tels que les États-Unis et le Canada et les accords de libre-échange. Nous allons commencer cette étude par donner une idée de l'historique des mouvements migratoires. Le Mexique est l'un des pays qui a le taux d'immigration le plus important au monde. On parle d'environ 15% de la population qui vivent à l'étranger. 10 millions de Mexicains, par exemple, vivent aux États-Unis et environ 500 000 migrants mexicains aux États-Unis sont enregistrés chaque année. D'autres types de migration sont aussi existantes. La migration saisonnière, 50 000 à 75 000 migrants aussi des pays chaque année. Migration transitoire ou des ressortissants d'autres pays qui traversent le Mexique pour aller vers les États-Unis par exemple. Et de la migration clandestine qui a passé de 10 000 en 80 à 100 000 migrants clandestins en 2000. Dans cette partie, nous allons apporter une vision diadique des mouvements migratoires entre des pays comme le Canada et le Mexique, et une vision plus large entre le Mexique et les pays de la sous-région. Le taux d'immigration nette est la différence entre le nombre de personnes qui immigrent vers un pays par rapport au nombre d'émigrants de ce pays-là. Les statistiques depuis 1965 jusqu'à 2015 nous montrent que ce taux a toujours été négatif pour le Mexique alors qu'il a toujours été positif pour un pays comme le Canada. Les graphiques à droite représentent ce même taux pour tous les pays membres de l'OCDE, où on voit que le Canada et les États-Unis, par exemple, ont un taux net d'immigration qui est positif et qui est le plus important de la sous-région, alors que le Mexique a le taux net d'immigration négatif le plus bas dans la sous-région. Ces différences entre le Mexique et d'autres pays comme le Canada et les États-Unis peuvent être expliquées par différents paramètres économiques, sociétals et bien d'autres que nous allons décrire dans le reste de cette présentation. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue Alexandre qui va nous donner une idée de la particularité de la main-d'œuvre mexicaine. Il y a lieu ici de s'attarder aux particularités de la main-d'œuvre mexicaine. Le Mexique serait le quatrième plus important exportateur de cerveaux au monde. Si les cerveaux quittent sans revenir, le pays perd donc une partie de l'investissement qu'il fait dans leur éducation. Selon le directeur de Tower Parents Mexico, une firme de ressources humaines, le problème n'est pas que les travailleurs qualifiés ne sont pas performants en comparaison à ceux de d'autres pays, mais plutôt que la demande est tellement élevée au Mexique qu'il est difficile de combler tous les postes, surtout dans un contexte propice à l'immigration. Premier aspect du problème, parlons éducation. Au Mexique, 54% des 25 à 34 ans n'ont pas de diplôme postsecondaire. 20% des diplômés universitaires se retrouvent à l'extérieur du pays. Un problème peu discuté est lié à la culture de l'emploi au Mexique et que même les qualifications obtenues par l'éducation ne sont pas nécessairement ce que les employeurs mexicains recherchent. Un haut niveau d'éducation ne se traduit pas nécessairement par un plus haut taux d'employabilité. Une des raisons expliquant cela est le niveau élevé d'informalité répandue. On remarque ainsi la trop grande importance accordée au réseautage dans le recrutement de professionnels, superviseurs et managers.
Le réseautage fait partie intégrante de la culture mexicaine de l'emploi, mais il y a un problème quand le réseautage devient du népotisme ou lorsque l'important n'est plus les connaissances techniques, mais plutôt l'étendue du cercle social, ce qui peut décourager certains travailleurs qualifiés recherchant un poste correspondant à leurs compétences acquises au cours de plusieurs années d'études, mais n'ayant pas nécessairement le cercle social le plus développé ou influent. Un autre aspect culturel important est le défi que pose la loyauté des cadres. Souvent, un cadre qui quitte entraînera avec lui, souvent involontairement, une bonne partie des employés en dessous de lui dans la structure hiérarchique dans les 6 ou 8 mois suivant son départ. La raison est que la plupart des entreprises mexicaines sont orientées de manière verticale. La loyauté des employés est donc souvent envers le supérieur immédiat plutôt qu'envers l'entreprise elle-même. Il est donc primordial de s'assurer de la loyauté de ces derniers. Et c'est possible notamment en s'assurant que l'employé travaille dans un lieu géographique près de sa famille, car les liens familiaux sont très forts au Mexique, ainsi qu'avec un salaire compétitif. La reconnaissance du statut étant terriblement importante dans la culture latine, la meilleure manière de retenir les employés passe possiblement par une reconnaissance spécifique en tant que membre important de la compagnie plutôt que par une simple augmentation salariale. Une large portion de la force de travail qualifiée œuvre dans la direction et management d'usines, dans la direction des opérations de la production ainsi qu'en contrôle de la qualité. Les petites et moyennes entreprises représentent le 2/3 des emplois. On observe depuis quelques années une hausse de la demande en ingénieurs en tout genre car les entreprises œuvrant dans l'aérospatial, l'électronique, l'automobile, l'équipement médical et les produits de consommation développent leurs activités dans le pays. Il est utile de préciser que la main-d'œuvre qualifiée mexicaine coûte typiquement beaucoup moins cher que la main-d'œuvre américaine. Le taux horaire passe de 2,06 $ à 18 $ par heure en moyenne, toute industrie confondue. L'incitatif salarial de quitter le pays pour bénéficier de meilleures conditions pour le même emploi est donc bien présent. Certaines industries sont particulièrement touchées par cette émigration des travailleurs qualifiés. C'est le cas notamment de ceux dans lesquels on observe déjà un manque au niveau de la main-d'œuvre qualifiée sans même prendre en compte les défis posés par l'immigration, surtout ceux touchant aux véhicules à moteur et à la machinerie avancée. Ce manque dans ces deux secteurs s'observe dans toute l'Amérique latine et non pas seulement au Mexique. Malheureusement, ce sont les secteurs qui sont traditionnellement les plus bénéfiques au développement de l'économie et à une modernisation industrielle. Aussi, il est important de considérer l'importance des firmes étrangères qui sont installées ou recrutent sur le territoire du pays, que ce soit pour des raisons monétaires ou stratégiques. Plusieurs propriétaires d'entreprises locales ont soulevé le problème causé par le fait que les firmes américaines ne compétitionnent pas à armes égales avec eux sur le marché du travail, étant capables d'offrir des incitatifs plus importants. Par exemple, à Tijuana, qui est surnommée la Silicon Valley mexicaine en raison du grand nombre de firmes technologiques qui y sont installées, étrangères ou locales, il y a un boom technologique important depuis une dizaine d'années, alors que plusieurs startups mexicaines y sont apparues et de nombreuses entreprises étrangères sont allées y établir des bureaux satellites. La raison est que les travailleurs qualifiés dans le secteur des technologies coûtent en général beaucoup moins cher qu'en Californie. Les firmes technologiques américaines ont de la difficulté à recruter des travailleurs qualifiés sur le territoire américain. On estime en 2016 que 5,6 millions d'emplois y sont à combler. La solution est donc d'aller recruter au sud de la frontière. Donc, Alexandre nous a fait la présentation des ressources humaines professionnelles au Mexique. Maintenant, on va voir c'est quoi le bassin total des employés disponibles au Mexique. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une règle qui a au moins 90% de la main-d'œuvre d'une compagnie mexicaine qui doit être d'origine mexicaine. Donc, cette règle-là, ça fait que ça limite les possibilités pour les étrangers de représenter une forte proportion des employés. Mais il y a une exception qui existe pour les postes de direction dans une entreprise, ainsi que le poste de directeur général et les managers. Ça ne compte pas dans ce 90%-là. Donc, il y a plus d'opportunités pour les étrangers d'être engagés dans ces postes. Il y a uniquement 21% des étudiants mexicains qui vont être inscrits à l'école primaire qui vont obtenir un diplôme universitaire, ce qui est le taux le plus bas de l'OCDE, l'Organisation d'éducation et de coopération de développement international. Ça inclut des pays comme le Canada, les États-Unis et des pays de l'Union européenne. Donc, on voit que c'est peu de Mexicains qui obtiennent vraiment leur diplôme, ce qui fait que la main-d'œuvre professionnelle est rare. Aussi, le salaire mensuel moyen, c'est de 326 $ US par mois pour un niveau d'études secondaires et de 571 $ américains par mois pour un niveau gradué universitaire. Donc, la différence de environ 245 $ par mois, c'est pas suffisant pour convaincre les gens d'aller à l'université. Finalement, il y a 45% de la population qui est âgée de 25 ans et moins. Et l'âge moyen au pays, c'est de 27,3 ans. Ce qui fait que la force du travail, les gens sont vraiment dans la force de l'âge. Il devrait avoir beaucoup de ressources humaines et d'employés au Mexique. Il faut se demander, c'est quoi les facteurs qui favorisent l'immigration?
Pourquoi est-ce que les Mexicains partent? Tout d'abord, on sait qu'il y a beaucoup de crimes graves, beaucoup de cartels de drogue au Mexique, ce qui fait que les gens partent pour rechercher une ambiance plus sécuritaire. Également, on vient juste de voir que les salaires pour les professionnels, c'est pas très élevé. Donc les gens y partent, ils cherchent un salaire plus grand et un plus grand pouvoir d'achat. Également, il y a beaucoup de disciplines qui ont peu d'emplois professionnels et académiques disponibles au Mexique. Donc c'est ces opportunités-là qui poussent les gens à partir. Également, au niveau de la culture mexicaine, il y a vraiment une valeur culturelle de supporter sa famille, envoyer des fonds, les supporter financièrement. Donc en ayant un salaire plus grand, c'est possible d'envoyer des fonds vers la famille qui restait au Mexique. Également, le gouvernement offre des programmes pour financer les études des étudiants, même si c'est à l'extérieur. Donc, les gens sont vraiment motivés par ça, par ce support financier-là. Également, il y a moins de discrimination en matière de genre pour l'atteinte de postes de gestion. Donc, beaucoup de femmes partent. Ça combiné aux attentes culturelles, combiné aux crimes qui sont commis contre les femmes, ça fait plusieurs facteurs qui poussent les femmes à partir. Également, c'est plus facile pour un professionnel d'immigrer que pour un travailleur non qualifié. Il y a beaucoup plus de programmes, beaucoup plus de visas qui leur sont destinés, qui vont leur donner les autorisations gouvernementales nécessaires pour travailler. Il faut également se demander qu'est-ce que le Mexique met en place pour essayer de recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Tout d'abord, il y a des protections gouvernementales qui s'appliquent aux travailleurs mexicains qui sont également données et appliquées aux travailleurs étrangers. Cela, ça inclut le salaire minimum, les jours de congés payés, les congés de maladie, la protection contre un renvoi sans justification et également bonus et congés de Noël. Comme on a dit précédemment, le taux de gradués universitaires, c'est vraiment beau au Mexique. Donc, ça fait que la main-d'œuvre qualifiée est rare. Et la plupart des étudiants qui partent le Mexique, qui vont étudier à l'étranger, ils ne reviendront jamais. Comme on l'a dit, c'est plus facile de passer par exemple d'un visa étudiant à un visa travailleur, à une résidence permanente, à une citoyenneté. Donc ces gens-là, ils reviennent pas travailler au Mexique. Aussi, mais désormais, il y a des programmes gouvernementaux qui ont été mis en place pour vraiment mettre l'emphase sur les étudiants défavorisés, les gens qui viennent de milieux plus pauvres ou peut-être leurs parents n'ont jamais été à l'université. Donc le gouvernement essaie de sortir les gens de ce cycle de pauvreté-là, de ne pas être éduqués, pour essayer de les mettre dans des programmes universitaires. Il y a vraiment une emphase qui est mise sur les programmes d'informatique et de génie pour développer des scientifiques, pour développer des ingénieurs, ce qui va aider le Mexique et développer de nouvelles entreprises. Merci beaucoup, Catherine. On passe maintenant à un volet plus culturel et descriptif de la société mexicaine qui est dite patriarcale. En fait, l'idéologie machiste est acceptée socialement au Mexique et elle est présente dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans les systèmes familiaux, au travail et même à la politique. Elle s'illustre notamment par des comportements qui sont adoptés par l'homme de toutes classes confondues, qui s'attribuent vraiment un caractère violent et dominant, tout en restant respectueux et désiré par les femmes. L'homme, tant au travail qu'à la maison, trône au sommet de la hiérarchie, c'est lui qui prend les décisions. Comme le décrivait Alexandre, le respect de la hiérarchie et la loyauté sont des valeurs vraiment importantes au Mexique. Le gestionnaire mexicain, quant à lui, adopte plus une attitude paternaliste, sans pour autant tomber dans un style de gestion participatif. Il agit comme un guide, un leader pour ses employés. La culture mexicaine est aussi teintée d'un fort degré de collectivisme et qui demeure présent même lors de l'émigration des travailleurs. Comme le disait Catherine précédemment, les transferts de fonds sont importants au Mexique qui représentent plus de 10 milliards de dollars annuellement, soit près de 2,5% du PIB. Ils proviennent des travailleurs qui sont expatriés, qui désirent soutenir leur famille même s'ils sont à l'étranger. Par rapport à la situation particulière des femmes, le contexte social machiste mexicain restreint la femme à son rôle traditionnel et stéréotypé de mère. En somme, la place des femmes est à la maison à s'occuper des enfants et non pas sur le marché du travail. C'est l'homme qui prend les décisions importantes en ce qui concerne la famille. De plus, bien qu'elles représentent plus de la moitié de la population mexicaine, les femmes ne sont représentées qu'à une proportion de 33% sur le marché du travail. Uniquement 14% d'entre elles, en 2012, occupaient un poste de gestion. En plus de cette faible représentativité, les femmes sont souvent relayées à un poste de plus bas niveau qui demande peu d'expertise ou de compétences spécifiques. De plus, une majorité d'entre elles vont quitter le marché du travail pour des raisons familiales, notamment dû au manque d'accommodation en ce qui a trait aux accommodations travail-famille.
On note que les femmes qui émigrent aux États-Unis ont tendance à être plus scolarisées que les hommes. La participation des femmes demeure en deçà de la moyenne des autres pays développés de l'OCDE. Autre fait intéressant, c'est qu'elles demeurent également sous-représentées dans les domaines des sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques, alors que c'est des domaines qui sont très en demande présentement dans le pays. Par rapport aux autres inégalités sociales du Mexique, on note une forte polarisation des classes sociales en raison notamment de la faiblesse des infrastructures. Malgré diverses mesures qui ont été mises en place pour favoriser un développement économique équitable, comme le salaire minimum, les régimes d'assurance publique, les bonus annuels, les fonds de retraite collectifs, il y a une grande majorité des plus pauvres qui continuent de s'appauvrir. Les marchés informels de l'emploi, les disparités en matière d'éducation sont tous des éléments qui accentuent cet effet de polarisation des classes. Le réseau d'éducation est à la fois public et privé. L'un est financé par l'État et obtient un plus faible taux de diplomation. L'autre est financé par l'utilisateur payeur. L'accès au niveau supérieur de l'éducation est donc majoritairement occupé par une plus faible proportion de la population qui est mieux nantie et qui détient les fonds nécessaires au financement des études. Finalement, par rapport à la culture de la jeunesse, selon un rapport, la culture mexicaine valorise la vigueur et la force de caractère qui est associée à la jeunesse, au profit malheureusement de l'expérience qui peut être acquise avec l'âge. La discrimination selon l'âge ou l'âgisme est courant, et ce, au profit de la qualification et de l'expertise. Je passe maintenant la parole à mon collègue Jessie qui va développer un peu plus le volet éducationnel de la présentation. Pour lutter contre la fuite des personnes qualifiées, le gouvernement mexicain a mis l'accent depuis quelques années sur l'éducation. Par exemple, pour 2020, il s'est fixé l'objectif de rendre obligatoire l'école secondaire et pour 2035, l'objectif d'être l'un des 20 pays ayant le plus d'étudiants ayant complété des études supérieures. Ces mesures passent notamment par des partenariats basés sur le modèle allemand entre des entreprises privées et des universités qui permettent finalement aux étudiants d'avoir un emploi pendant leurs études et de trouver finalement un emploi après au Mexique une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme. On peut aussi voir un doublement des universités et des collèges au Mexique. Ça permet, comme on peut le voir sur le tableau, d'augmenter grandement le nombre des diplômés. Par exemple, pour les ingénieurs, ils ont triplé entre les années 2000 et 2015. Mais par contre, il faut nuancer ce propos parce que en 2018, une étude menée par Universitas 21 a constaté que le Mexique était 46e sur 50 au niveau de son système d'enseignement supérieur. Cette étude se base notamment sur les ressources financières des universités, l'environnement dans lequel elles évoluent, les débouchés qui sont possibles avec le diplôme qu'on obtient et le réseau de ces universités. En plus d'augmenter le nombre des travailleurs qualifiés, le Mexique bénéficie de plusieurs facteurs qui permettent d'attirer et de retenir les travailleurs qualifiés. Par exemple, l'émigration des Mexicains aux États-Unis entre 1970 et 2000 a pour conséquence une hausse de 8% du salaire moyen au Mexique. Cette hausse est proportionnelle au niveau de qualification, donc plus les personnes sont qualifiées, plus la hausse a été importante pour eux. On assiste également à plus de souplesse dans les règles d'immigration. Normalement, une entreprise ne peut pas embaucher plus de 10% de travailleurs étrangers, mais pour les emplois de gestion, on accepte de dépasser cette proportion si l'entreprise a énormément d'emplois au Mexique. Le développement du secteur des nouvelles technologies, comme l'a mentionné Alexandre, est aussi très important au Mexique. C'est le plus important en Amérique latine. Et ce secteur nécessite une expertise particulière et des travailleurs très qualifiés. Donc, il permet finalement de maintenir les Mexicains et d'attirer des travailleurs étrangers dans ce secteur. Enfin, les entreprises adaptent leurs conditions de travail. Certains se mettent à proposer des salaires plus compétitifs ou des environnements de travail moins coercitifs afin d'attirer plus de travailleurs qualifiés et de les garder pour pas qu'ils s'en aillent aux États-Unis. Malgré tout ça, on voit qu'il n'y a pas de politique gouvernementale pour proposer des emplois et maintenir finalement les diplômés au Mexique. En fait, le Mexique se base énormément sur les investisseurs étrangers
pour créer de l'emploi sur place. Le problème, c'est que généralement, les investisseurs étrangers viennent au Mexique pour profiter des coûts faibles de main-d'œuvre mexicains et donc pour ne pas forcément recruter des personnes qualifiées sur place. Enfin, au niveau des expatriés, il y a plusieurs avantages pour eux de s'orienter vers le Mexique. Tout d'abord, en termes de coût de la vie, on peut voir sur le tableau à droite que ce soit pour les impôts, un logement, appartement meublé, 4 pièces type moyen ou pour les produits et services, Mexico est moins cher que Montréal ou Miami, donc le Mexique moins cher que le Canada ou les États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères, notamment des États-Unis, présentes au Mexique puisqu'elles veulent bénéficier des faibles coûts de la main-d'œuvre. Elles vont donc avoir besoin d'expatriés pour combler finalement les postes à gestion, donc ce qui amène beaucoup d'opportunités pour les expatriés. Au niveau de la qualité de vie, tout d'abord le climat qui est très agréable au Mexique par rapport au Canada ou au nord des États-Unis où l'hiver peut être plus rude. Et au niveau de la situation géographique, le fait que le Mexique soit proche des États-Unis et du Canada permet des vols fréquents pour faire des va-et-vient professionnels ou personnels pour les expatriés par rapport à l'Asie ou l'Europe. Je vous laisse avec Walid pour terminer notre présentation. Merci Jesse. On ne peut pas parler des défis liés à la migration des Mexicains vers les États-Unis sans évoquer la migration et le transit de plusieurs milliers de familles fuyant la pauvreté et la violence en Amérique centrale vers les États-Unis en passant par le Mexique. Ainsi, cette migration a engendré des défis de taille pour le Mexique et a créé des tensions politiques supplémentaires avec les États-Unis. Même si ces dernières années, le Mexique a amélioré et a resserré sa politique de migration, cette dernière reste insuffisante et inefficace vu le manque d'investissement dans les installations et le capital humain, et les abus du pouvoir perpétués par les agents du gouvernement envers ces migrants comme l'extorsion et la violence. Maintenant, et d'après les témoignages de plusieurs expatriés français au Mexique, on peut ressortir quelques conseils judicieux pour bien s'intégrer dans ce beau pays. Comme bien sûr apprendre la langue espagnole qui est primordiale pour s'intégrer dans la société mexicaine, même si l'utilisation de la langue anglaise est fréquente dans le domaine des affaires. Ensuite, le sentiment d'appartenance à une équipe, les relations amicales et le sens de l'humour sont des particularités du peuple mexicain. Ainsi, il est conseillé pour un expatrié de ne pas être arrogant et de ne pas imposer ses idées déjà préétablies. Donc, en d'autres termes, il faut être flexible et humble. Enfin, il faut éviter tant que possible les villes proches des frontières, surtout celles de la frontière états-unienne, vu le taux de violence qui est plus élevé. En conclusion, et malgré les progrès réalisés par le Mexique en matière de sécurité, de croissance économique, sociale, d'éducation, etc., plusieurs défis restent à relever comme la lutte contre la corruption, la violence, l'inégalité sociale, la migration et l'investissement dans l'éducation afin d'encourager les investisseurs étrangers à choisir le Mexique et retenir la main qualifiée. Et donc la question qui se pose maintenant, est-ce que le nouveau président sera capable, entre autres, de retenir cette main-d'œuvre mexicaine? Donc merci pour votre écoute et bonne fin de journée.